Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 6 août 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par un petit mot sur les ETF, parce que ces derniers jours il y a eu de grosses sorties sur les ETF, c'est corrélé évidemment au marché crypto, et je me suis planté sur mon screenshot, j'ai pris les chiffres des ETF BTC et ETH, sauf que en fait il y a deux fois les, les valeurs pour les ETF BTC. Si on descend un petit peu, j'ai mis les données des ETF autour d'Ethereum, mais c'est assez fou, je pensais pas que ce serait aussi réactif comme type d'investissement que les ETF agiraient littéralement en même temps que le marché, même si c'est pas toujours corrélé, hein. C'est pas parce qu'on a des entrées sur les ETF qu'on va forcément avoir une journée à la hausse et inversement. Mais c'est vrai que quand on a des mouvements qui sont un peu plus prononcés, on va dire, quand il y a une hausse assez forte, quand il y a une baisse assez forte, ça va se ressentir aussi sur les ETF. Bon, après c'est normal parce que les ETF c'est un produit qui est pas fait que pour le monsieur madame tout le monde, hein. C'est fait pour tous les types d'investisseurs, donc forcément il y en a qui sont plus flexibles, on va dire. Bref, pas mal de sorties, plus d'1 milliard pour BTC sur ces derniers jours et plus de 500 millions de dollars pour Ethereum ces derniers jours. Pas de quoi s'affoler sur BTC, sur ETH, en plus on a un Ether qui vient de rebondir, donc probablement que ça va s'inverser dans les prochains jours. Il est grand temps d'enchaîner avec les news BTC maximalistes. On commence par Strategy qui achète 21 021 BTC pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. Entre le 28 juillet et le 3 août, MicroStrategy a acquis ces bitcoins à un prix moyen de 117 000 dollars et des poussières, c'est pas mal. Coinbase a acheté pour eux 222 millions de dollars de BTC au deuxième trimestre 2025. D'ailleurs, Brian Armstrong indique qu'ils en achètent chaque semaine. On a Capital B qui acquiert 62 bitcoins supplémentaires, Metaplanet qui en achète 463, H100, une boîte suédoise qui en achète 17,5, et c'est à peu près tout pour BTC, en tout cas de ce que j'ai vu dans la semaine. On a ensuite les news ETH maximalistes, et oui, on en a de plus en plus en ce moment, et on commence par quelque chose d'assez cool. La SEC déclare que le liquid staking n'est pas considéré comme un titre financier. On va probablement voir du coup des ETF rajouter la possibilité voire même pas rajouter la possibilité, carrément faire du staking sur leur collatéral pour générer du rendement. Hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être une news particulièrement anticipée ou qui aura de l'effet sur le marché? Je suis pas convaincu, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne chose puisque il y a ce mécanisme derrière Ethereum, donc tant qu'à avoir des Ethers qui bougent pas, ça peut être cool qu'ils génèrent du rendement. On a Sharplink qui acquiert 83 561 ETH. Ça fait combien ça en dollars? Ils ont pas mis la valeur en dollars. Attendez, Goku là, c'est pas bien. Je vais faire le calcul en direct. Donc 3634 dollars de moyenne, 300 millions. Ils ont mis 300 millions sur la table pour acheter de l'Ethereum. À côté de ça, on a The Ether Machine qui font l'acquisition de 15 000 ETH pour 57 millions de dollars. Et oui, ma petite dame. D'ailleurs, Ether Machine détient plus d'ETH que la fondation Ethereum et Sharplink aussi, hein. Il y a plusieurs trésoreries comme ça qui ont dépassé l'Ethereum Foundation. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit chiffre autour des trésoreries d'Ethereum et pour l'instant, ça va continuer d'augmenter, a priori, elle dépasse les 10 milliards de dollars et ça représente déjà plus de 2% de l'offre d'Ethereum. Je pense que la news est sortie le 31 juillet. Je pense que là, on est déjà à 2% et demi et dans une semaine, on sera peut-être à 3% à ce rythme-là, mais ça monte pas mal rapidement en ce moment autour d'Ethereum. Pour les news altcoin maximalistes, on a DeFi DevCorp qui ajoute 110 000 Solana à sa trésorerie et on a Verb Technologies, attention, nouvelle stratégie de trésorerie sur le token TON cette fois-ci et ils annoncent un placement privé de 558 millions de dollars. Incroyable. La société d'ailleurs est rebaptisée TON Strategy Co. Il y a une société aussi que je sais plus exactement, je crois que c'est Justin Sun qui a racheté une société pour faire une trésorerie sur le token Tron et c'est une société qui est cotée ou qui va être cotée en bourse, je sais plus trop. On en voit un peu sur tous les gros tokens en ce moment. Il y a eu aussi une news sur Hype, je sais pas où ça en est aujourd'hui. Une news aussi sur Ethena. Bref, je pense qu'on va en voir de plus en plus au cours des prochains mois. Mais bon, c'est assez évident. Petite news popcorn, quelle musique écoutent les dirigeants de la crypto? Les comptes Spotify de célébrités ont été leaks dans un hack connu sous le nom de Panama Playlist.
très joli jeu de mots avec les Panama Papers. Bon, SBF, c'est vraiment un gars normal par rapport à ce qu'il écoute. Sam Altman, il aime bien danser sur Get Your Freak On, pardon, de Missy Elliott. Je connais deux noms, mais ça me dit rien, comme ça, l'air de la musique. Mark Andreessen, le patron de A16Z, si je dis pas de bêtises, a une playlist intitulée Go the Fuck to Sleep, riche en instrumentaux de jazz relaxant, et je termine par Brian Armstrong parce que c'est un psychopathe. Il a une playlist repeat avec 60 fois exactement le même morceau de trance. Cette musique l'aide selon lui à se concentrer. J'aurais pas misé sur Brian Armstrong pour le gars qui a la playlist la plus chelou dans dans les dirigeants crypto, mais pourquoi pas. Et fou de se dire que SBF c'est vraiment le gars normal, hein. Il écoute les musiques, il écoute du Coldplay, il écoute du The Weeknd, il écoute vraiment des trucs mainstream. Écoutez, pourquoi pas. Ah, on a une news très triste du côté de nos amis suisseux, à Lugano précisément, la statue de Satoshi Nakamoto. Elle a été retrouvée dans le lac de Lugano en morceaux, et il y a une pétition qui a été lancée auprès de la ville pour restaurer la statue. Pour le coup, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'il a mis le lien de la pétition? Oui, il y a le lien de la pétition, n'hésitez pas à aller la signer. Quand même, c'est dommage. Moi, je trouvais pas la statue très moche. Lugano, en plus, c'est une ville qui est très très Bitcoin maximaliste, donc ça avait du sens d'avoir cette statue là-bas. Et d'ailleurs, depuis, il y a des statues à la même effigie de Satoshi Nakamoto, les mêmes statues que Lugano, qui ont poussé un petit peu partout dans le monde. Il y en a 2-3, il me semble, qui sont apparus dans d'autres pays. Allez, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, et je suis tombé sur ce post d'Arkham. Ça fait réfléchir, hein. Ça fait combien de jours selon vous qu'Ethereum a fait son ATH? Eh ben, il y a plus de 1360 jours. Ça en fait quand même des jours. On se rend pas compte comme ça, mais ça fait longtemps. Peut-être que cette année, qui sait, peut-être qu'on aura un nouvel ATH sur Ethereum. On verra bien. Balmy, mauvaise nouvelle sur le protocole Balmy. Alors c'est pas un hack, c'est pire encore, j'ai envie de vous dire, c'est un arrêt, tout simplement. Ils arrêtent le protocole. Bon, alors techniquement, comme c'est déployé on-chain, il y a des smart contracts qui peuvent être mis à jour et qui peuvent être arrêtés, mais je pense que ce que fait Balmy, il y a des choses qui peuvent pas vraiment être arrêtées tant que la blockchain existe, mais vous avez compris l'idée, on pourra plus accéder au site. C'est dommage, j'aimais bien Balmy, c'était un protocole qui permettait de faire du DCA. À ma connaissance, en fait, c'est le seul protocole. Je connaissais un deuxième protocole qui permettait de faire du DCA, mais ils ne le font plus. Balmy, du coup, c'était le seul qui permettait de faire ça on-chain à ma connaissance. Je suppose qu'il y a peut-être d'autres trucs qui existent. Ils avaient un agrégateur, ils avaient aussi un côté yield. C'était sympathique comme protocole. Dommage que ils aient mis la clé sous la porte en quelque sorte. J'imagine qu'il n'y avait pas assez d'utilisateurs, que c'était pas assez rentable, tout bêtement. Ensuite, on a eu un hack, là on est dans des news un petit peu plus négatives, du côté de Credix Finance. Ça a l'air d'être sur Sonic, je connais pas du tout, mais je vois que le hack a eu lieu sur Sonic. Les fonds ont été swappés en Ethereum, bridgés sur Ether, le classique. 4,5 millions de dollars quand même de dérobés. J'ai pas vu plus de news autour de tout ça, donc je suppose que les fonds sont toujours dans la nature. On a un rapport de Certic aussi avec les hacks du mois de juillet. Alors je vais ouvrir l'image pour qu'on zoome un petit peu dessus. Il y a eu 150 millions, ouais c'est ça, 153 millions de vols pendant le mois de juillet, donc c'est quand même pas un très bon mois, mais on peut relativiser un petit peu du côté DeFi parce que on a eu un gros hack sur GMX, 42 millions de dollars quand même, un hack assez élevé sur Woo, 14 millions de dollars, et ensuite on a eu Arcadia à 3 millions, etc. Mais ces trois hacks, ils sont pas si graves que ça. GMX parce que le hacker a rendu les fonds, Woo parce que ça a touché 9 utilisateurs seulement et ils ont été remboursés de ce que j'ai vu. Arcadia, pareil, ça a touché que quelques utilisateurs il me semble. J'ai pas suivi par contre s'ils ont remboursé les fonds, il me semble pas malheureusement. Donc bon, Arcadia pour le coup ça termine mal, mais GMX ça va, Woo ça va aussi. Et quand on regarde aussi la répartition des hacks, on a 55 millions de dollars sur ce mois qui vient des
oh, fait chier, des vulnérabilités de code. Sur ces 55 millions en plus, il y a GMX, donc le gros de ces liquidités qui ont été dérobées ont été rendues. Il y a quand même eu quelques failles ce mois-ci, mais je trouve qu'en relativisant, en voyant les hacks qui sont en dehors de la DeFi, en voyant aussi ceux qui ont été remboursés, c'est pas le pire mois, honnêtement, c'est même un des meilleurs mois qu'on a eu depuis les dernières années du côté de la DeFi pure et dure. Hein. Sur les exchanges, bon, c'est assez commun malheureusement de voir des hacks. On a eu CoinDCX et Big One ce mois-ci, et on en a quasiment tous les mois sur les exchanges. Ensuite, on a les levées de fonds. On commence par Middle, une compagnie autour de BTC. Ça a l'air d'être un petit peu vaste ce qu'ils font. Ils ont levé 2,4 millions de dollars. J'ai vu aussi Bitcoin Layers, aussi autour de l'écosystème Bitcoin. On sait pas combien ils ont levé, mais je vois que dans les investisseurs, on a Starkware. Donc je suppose que c'est un projet qui va être sur l'écosystème de Starknet parce qu'il se rapproche de plus en plus de Bitcoin. On a un projet, une plateforme IA qui a levé 10 millions de dollars auprès de la Solana Foundation. Aucune idée de ce que c'est. OpenMind, une start-up de robotique et d'intelligence artificielle qui a levé 20 millions de dollars. Alors sur le papier, je vois pas spécialement le rapport avec la crypto, mais je suppose qu'il y en a un. Et on voit aussi beaucoup d'investisseurs qui lèvent des sous dans des projets crypto, notamment Coinbase Ventures et DCG. On a ensuite Billions qui a levé 30 millions de dollars, un protocole de vérification d'identité d'intelligence artificielle et d'humain, je sais pas exactement ce que ça veut dire pour la fin. On retrouve encore une fois Coinbase Ventures d'ailleurs dans les investisseurs. On a Stan, une plateforme, alors sur Crypto Fundraising c'est vendu comme une plateforme pour les fans d'e-sport, en vrai c'est plus pour les gamers en général. Il y a Aptos dans les investisseurs, il y a Google, Square Enix, c'est pas du tout étonnant de les voir, ils sont à fond sur les NFT, sur la crypto, mais Google, ok, pourquoi pas. Ils ont levé 8,5 millions de dollars. Ebisu, ou Ebisu, je sais pas comment faut prononcer, 600 000 dollars de levée, et c'est, si je dis pas de bêtises, un fork de Liquidity, puisque c'est un protocole qui va permettre d'emprunter un stablecoin avec en collatéral des tokens de liquid staking sur Ethereum. On a Billybets ensuite, un agent IA. Et oui, un agent IA qui a levé 1 million de dollars, et comme son nom l'indique, eh bien, non, c'est pas par rapport aux étagères Billy de chez Ikea, mais c'est par rapport aux paris sportifs. Et oui, bets, paris en bon anglais, c'est un agent IA qui va bêtement faire des paris sportifs. À mon avis, vu que au long terme, c'est un peu comme le casino, les paris sportifs, c'est la maison qui gagne. Donc, même si on a un agent IA très performant, je pense qu'au long terme, il va quand même être perdant. En tout cas, c'est ma conviction. Peut-être que, il y en aura un qui sera l'élu, un agent IA qui va réussir à être gagnant toute sa vie. Bon, moi personnellement, ça m'intéresse pas trop. On a Mawari, un projet d'Epine sur Solana qui a reçu du soutien de la part de 071 Labs. Inconnu au bataillon. Tant qu'on parle de Solana, on a Soul Sniper, qui a été acquis par Phantom. Comme son nom l'indique, c'est une plateforme qui permet de faire du sniping. Le sniping, c'est une pratique qui consiste à acheter un token dès qu'il est lancé sur la blockchain. Comme sur Solana, on a beaucoup de launchpad, de plateformes qui permettent qui permettent à n'importe qui de lancer des tokens. Eh bien, il y a ce genre de pratique. Il y en a pas que sur Solana du sniping, mais c'est quand même un écosystème où c'est assez répandu, on va dire. Euler, qui a reçu du soutien de la part de M31 Capital, à mon avis, c'est une tournure de phrase pour dire qu'ils ont peut-être, je suppose, j'ai pas l'information, mais quand je vois ça passer, ça me fait dire qu'ils ont vendu en OTC, donc en dehors du marché, en gré à gré, directement à des investisseurs, des tokens Euler, parce qu'évidemment, en plus le token s'est bien apprécié récemment, ça m'étonnerait pas qu'ils aient trouvé un investisseur pour racheter un petit peu leur bague, on va dire. On a StoneFi, ça m'a étonné, c'est le DEX principal, si je dis pas de bêtises, sur Ton, ou un des DEX principaux. Je sais que pendant un moment, il y avait deux DEX qui étaient en forme sur cet écosystème, mais D-Dust, il me semble, s'est pété un peu la gueule, et StoneFi, donc c'est eux qui ont levé 9,5 millions de dollars, je crois que c'est le DEX qui est le plus en forme sur l'écosystème Ton. En tout cas, il y a un truc qui m'étonne, ils ont levé quasiment 10 millions, allez, on va se permettre d'arrondir, mais leur token,
il est valorisé à seulement 8 millions, même pas, j'arrondis. Bon, après, il a une tokenomics très, très dégueu, puisqu'il y a 9% de l'offre des tokens qui est en circulation. Je sais pas trop quoi en penser. Le fait qu'ils aient levé plus d'argent que leur market cap, ça me donnerait presque... J'ai presque l'impression qu'il y a, qu'il y a un trade évident là-dedans, mais je sais pas trop. Pour ceux qui sont à fond sur l'écosystème Ton, allez creuser un petit peu, allez faire vos recherches, mais je sais pas. Investir sur des tokens de DEX, ça m'a jamais trop intéressé, en tout cas pas beaucoup depuis 2021-2022, mais bon, qui sait, il y a peut-être un coup à jouer. Ensuite, on a Falcon qui émet l'USDF, ils ont levé 10 millions de dollars, et c'est assez intéressant, ils ont levé des sous auprès de World Liberty Financial. Et World Liberty Financial, l'argent qu'ils ont, c'est l'argent qu'ils ont récupéré sur leur levée de fonds. Donc, ça veut dire qu'ils ont levé de l'argent pour l'investir, enfin, ils font pas que ça évidemment, mais une partie de cet argent, ils l'ont investi sur Falcon, c'est assez rigolo. Pourquoi pas? Moi j'aime bien le protocole Falcon, même si je l'ai pas encore farmé, ça se trouve je le farmerai jamais sur le portefeuille de la chaîne YouTube, mais j'aime bien leur approche. On a Stable, globalement c'est la blockchain de Tether, la blockchain qui va être faite pour l'USDT 0, le stablecoin évidemment de Tether. Ils ont levé 28 millions de dollars. Bon, sans surprise, on retrouve Bitfinex, l'USDT 0 dans les investisseurs, on retrouve aussi Bybit, Franklin Templeton, plein d'autres investisseurs. On a un protocole de trésorerie sur Ethereum qui a levé 200 millions de dollars. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi ce genre de protocole, pourquoi ce genre d'entité arrive à lever autant d'argent, mais il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Les investisseurs doivent avoir un intérêt, je pense, de passer par ces boîtes. Peut-être que c'est pour des avantages fiscaux. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais on a Kraken dans le lot des investisseurs. Et je trouve ça encore plus curieux parce que Kraken, ils détiennent déjà des cryptos, c'est leur boulot. Donc pourquoi investir dans une trésorerie? Je sais pas, il doit y avoir des raisons derrière, peut-être fiscales, peut-être autres. N'hésitez pas à m'éclairer si vous avez des réponses sur la question. Comme d'habitude, après les levées de fonds, la Minute DeFi, sauf que cette fois-ci, elle va être divisée en deux. On va commencer par parler que des news autour des stablecoins, parce que j'en ai pas mal pour aujourd'hui, et ensuite le reste qui va être purement DeFi. Commençons par les stablecoins. En ce moment, on a l'USDE d'Ethena qui est en forme, plus 50% de la supply sur un mois. Il est passé de 6 milliards d'unités en circulation à plus de 9 milliards déjà, et probablement que les 10 milliards sont pour bientôt, mais c'est pas que l'USDE qui est en augmentation exponentielle. On a connu ça sur le cycle précédent, il y a eu une augmentation des USDT, des USDC en circulation à un moment, c'était assez fou. Là c'est toujours le cas sur l'USDT, sur l'USDC, mais on a de plus en plus de petits acteurs par-ci par-là. On a Ripple, on a Resolve, on a Ethena, on a PayPal, on a Sky. Bon, Sky ils étaient déjà là au cycle d'avant, PayPal ils sont arrivés tardivement sur le cycle d'avant, mais vous avez compris l'idée, on a quand même plus d'entités qui sont là. Falcon aussi, je l'ai pas cité, et sur un mois, eh bien, il y a eu plus 13 milliards de dollars d'entrée sur les stablecoins, donc c'est un marché qui grossit énormément en ce moment, et les plus grosses hausses sont du côté du AUSD d'Agora, de l'USDF de Falcon, qui a passé le milliard, j'en avais parlé dans le dernier DeFi Actu, plus 80 sur Ethena, c'est même pas plus 50%, c'est plus 80% sur l'USDE, plus 80% sur le SAT-USD de River, étonnamment plus 34% sur l'USDD, le stablecoin de Justinson, c'est assez rigolo. Bon, on va pas tous les faire, mais globalement, pas mal d'entrées, pas mal de performances sur les stablecoins, même si il y a quand même un mauvais élève, et c'est assez étonnant, c'est le FDUSD de Binance. Alors, il y a Friendship qui m'a dit, qui m'a répondu qu'ils mettent en avant l'USD1, c'est vrai que sur la Binance Smart Chain, ils mettent pas mal en avant le stablecoin de World Liberty Financial, mais sur Binance, donc l'exchange, le FDUSD, c'est toujours le stablecoin avec lequel il y a le plus de volume sur BTC et ETH. En tout cas, là, sur les 24 dernières heures, quand je regarde, et en général, quand je vais sur CoinGecko, que je regarde les volumes de Binance, c'est très souvent, si ce n'est pas tout le temps, le FDUSD qui est en tête des volumes. Enfin, le FDUSD contre du BTC, contre de l'ETH, vous avez compris l'idée. Mais pourtant, la market cap du FDUSD, depuis plus d'un an, elle fait que diminuer. Donc depuis avril 2024 à peu près, elle est passée de plus de 4 milliards à seulement 1,3. Ça a été divisé par 3, la market cap du FDUSD.
Je saurais pas trop dire pourquoi. Pourtant, il y a toujours des launchpads sur Binance. Il me semble que on peut toujours mettre du FDUSD pour participer au launchpad. C'est vrai que maintenant, on peut mettre du BTC aussi, je crois. Il y a toujours la possibilité de mettre du BNB. Peut-être que, je sais pas, les investisseurs ont envie de se séparer de leur stablecoin. C'est un peu curieux. Je sais pas trop comment interpréter ça, mais je trouve ça un peu louche que la market cap, que la quantité de FDUSD en circulation diminue. Peut-être que c'était monté un peu artificiellement, qui sait, peut-être que Binance, ils avaient fait pumper artificiellement la quantité de FDUSD en circulation et petit à petit ils retirent. On voit que des fois ça fait des gros creux d'un coup. Honnêtement, j'ai pas les tenants et les aboutissants, je peux qu'être spectateur de tout ça, mais voilà, on a les stablecoins qui sont en forme, malgré tout, il y a toujours le vilain petit canard dans le lot, et cette fois-ci c'est le FDUSD. Pour ce qui est de Tether, ils ont passé un chiffre assez symbolique, donc dans leur collatéral, ils ont un petit peu de tout, ils ont essentiellement des bons du trésor américain. Sur le mois de juin 2025, ça représente 78%, pardon, c'est pas sur le mois de juin 2025, c'est sur le deuxième trimestre 2025, ils avaient 78% de leurs réserves en bons du trésor américain, et rien que ces 78%, ça a dépassé les 100 milliards de dollars. À côté de ça, ils ont aussi d'autres bons du trésor dans d'autres pays, notamment au Mexique. Ils ont de l'or, ils ont du BTC, ils ont quelques pourcents, ils disent pas trop ce que c'est, 5 milliards quand même, 3% de réserve, on sait pas trop, c'est les fonds de tiroir, on a mis l'hypothèque de la maison, on a tout mis là-dedans. On a vraiment, on a compté nos pièces rouges aussi, en tout cas Tether qui est toujours en forme. Malgré l'interdiction des intérêts sur les stablecoins prévus par la loi Genius, Coinbase et PayPal, c'est des petits malins, et ils vont continuer d'offrir des récompenses sur l'USDC pour Circle et le PYUSD pour PayPal, avec environ 4% de rendement annuel. Et attention, la petite filouterie, c'est que les deux soutiennent qu'ils ne sont pas de véritables émetteurs et que les récompenses proviennent du partage des revenus de la plateforme, voilà, c'est pas des intérêts, donc ils essayent de contourner un petit peu la loi, de déplacer un petit peu les cash, comme on dit. Bon, est-ce que ça va leur tomber dessus tôt ou tard? J'en sais rien, mais pour l'instant on peut continuer de générer nativement des intérêts sur l'USDC et le PYUSD. Pour l'USDC, je crois que c'est sur le wallet de Coinbase, et pour le PYUSD, j'imagine que c'est sur PayPal. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'on peut générer du rendement nativement dessus. Toujours dans les news stablecoins, et oui, aussi des stablecoins sur l'or, on a le OXAUT qui vient d'arriver sur WorldChain et sur l'écosystème de la super chain d'Optimism. Je sais pas pourquoi ils s'entêtent à faire ça sur la super chain d'Optimism. En fait, ils ont leur propre version de l'USDT maintenant, c'est le OUSDT 0, déjà ça fait des noms à rallonge, c'est chiant, et maintenant, ils ont leur propre version du stablecoin OR de Tether. Je comprends pas, ils peuvent pas avoir la même version que chez tout le monde, que sur Ethereum, que sur Arbitrum, que sur Hyperliquid, non, il faut la version open, la version de chez nous, je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, on enchaîne avec la Minute DeFi tout court, et on commence par AAV qui atteint quasiment les 25% de dominance sur la DeFi, donc ça veut dire que la TVL de AAV représente 25% de la TVL des protocoles, donc l'argent déposé sur tous les protocoles de DeFi, c'est quand même assez fou. En parlant d'AAV, il y a 2-3 autres trucs à dire dessus, il y a des incentives qui ont été renouvelés sur Avalanche. Honnêtement, c'est pas foufou les intérêts qu'on a dessus. Sur le stablecoin Go, c'est pas mal, on a 10% d'intérêt bonus. C'est plutôt croustillant, mais sur le reste, c'est un peu moins intéressant. Disons que je vais pas déplacer des liquidités spécifiquement pour ça, mais bon, si on a déjà des liquidités sur Avalanche, sur AAV, c'est bienvenu. Et dernier truc, je crois que j'ai sur AAV, c'est par rapport à MetaMask. MetaMask, récemment, ils ont intégré nativement AAV, on peut aller déposer des liquidités sur AAV depuis l'interface de MetaMask, et il y a déjà 60 millions de dollars qui ont été déposés depuis MetaMask. Ça fonctionne très bien en ce moment, ce genre d'intégration.
C'est pas nouveau, je l'ai déjà dit la semaine dernière, depuis 2021, il y a des trucs comme Guidi Wallet qui existent et qui essayent de faire ça. Malheureusement, les premiers qui étaient sur cette narrative, on va dire, ils ont un petit peu bidé, mais là on a des géants comme MetaMask, comme Phantom qui s'y mettent, et ça cartonne. D'ailleurs, MetaMask, ils ont répondu avec un petit smiley yeux sur le côté, sous un post qui parlerait d'intégrer Hyperliquid à MetaMask, donc potentiellement qu'ils vont faire comme Phantom et qu'ils vont intégrer Hyperliquid sur leur portefeuille. Ce serait assez fou, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, pas de certitude. Tant qu'on parle d'Hyperliquid, bonne transition, Circle va intégrer nativement l'USDC sur Hyperliquid. Alors j'ai vu des gens dire que c'est une news super négative pour Arbitrum parce que pour l'instant, quand on veut retirer des USDC d'Hyperliquid, on va passer par Arbitrum, pareil quand on veut en déposer. Mais bon, l'USDC sur Arbitrum, ça génère des transactions certes, mais ça leur génère pas spécialement de revenus ou quoi que ce soit. Et du côté de DeFi Lama, Hyperliquid c'est déjà plus compté sur la TVL d'Arbitrum, et je l'ai partagé de mon côté, la TVL elle est plutôt positive, elle est en hausse pour l'instant sur Arbitrum, donc moi ça m'inquiète pas pour l'écosystème Arbitrum, ils ont plein de protocoles, je pense qu'il y aura toujours la possibilité en plus de déposer des USDC depuis Arbitrum vers Hyperliquid, mais ouais, je pense que ça va pas spécialement avoir d'impact sur le réseau Arbitrum. Certes, il y aura moins de volume sur l'USDC sur Arbitrum, c'est évident, parce qu'Hyperliquid c'est le gros du volume autour de l'USDC sur cet écosystème, mais je suis pas convaincu que ça va avoir un impact très négatif sur le réseau. On a Balancer qui se déploie sur HyperEVM, on a une pool USR USDT qui est pas très intéressante honnêtement, pour l'instant il n'y a pas d'intérêt bonus ou quoi que ce soit, mais bon, un protocole de plus qui va sur cet écosystème. Hyperbit, ceux qui ont le Vault avec l'USDT, tout le monde en parle, ils ont rajouté une petite fonction, enfin c'est pas une fonctionnalité, ils ont mis à jour un petit peu leur interface on va dire. Avant, quand on avait un rendement d'affiché sur Hyperbit, c'était la moyenne sur les 3 derniers jours, et bien maintenant quand on survole le petit point information à côté du rendement, on peut voir la moyenne sur 1 jour, 3 jours et 7 jours. C'est un petit détail, mais je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'informations. Et évidemment, ils sont pas cons à Hyperbit, ils affichent automatiquement le meilleur APY parmi ces trois-là. Si le meilleur c'est la moyenne sur 7 jours, hop, on va afficher ça. Si c'est la moyenne sur 1 jour, boum, on va afficher ça. Je sais, j'ai pris pas mal de temps juste pour parler d'une moyenne sur 1 jour, 3 jours et 7 jours, mais ça doit être basique comme information, c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur tous les protocoles, et c'est dommage, je trouve. Felix Protocol, toujours sur l'écosystème d'HyperEVM, autant, j'aime pas trop le token hype, mais il y a des choses qui se passent sur cet écosystème, c'est assez vivant, c'est assez cool. On a des nouvelles boucles à faire sur Felix Protocol, parce que Felix, ils ont une section qu'ils appellent Vanilla. En fait, c'est concrètement c'est Morpho. Ils ont intégré le code de Morpho sur leur interface via ce qu'ils appellent Vanilla, et on peut faire des boucles, on peut faire du lending, on peut faire des emprunts. Et ils ont rajouté les principaux tokens de Pendle, parce que Pendle s'est lancé aussi sur cet écosystème, donc il y a des boucles à faire autour du hype. Je crois que les boucles autour des principaux tokens, c'est que sur le token hype. Je sais qu'il y a un principal token aussi sur l'USDT, mais il me semble pas qu'il y ait de boucles, en tout cas pour l'instant, à faire de ce côté-là. On a Jupiter qui s'associe avec Fluid pour lancer Jupiter Land. Alors pour l'instant c'est en bêta privée, mais ça arrivera tôt ou tard publiquement. A priori ce sera plus tard dans le mois. Ce sera sûrement vers le 30 août, faut pas déconner non plus, et encore le 29 si on a de la chance, allez. Et Jupiter qui devient vraiment le tout en un sur Solana, c'est assez fou, mais sur l'écosystème Solana, il y a 2 trucs qui sont incontournables, c'est Jupiter et le wallet Phantom. Jupiter, ils ont aussi leur wallet d'ailleurs, mais enfin j'ai l'impression que c'est 90% de l'écosystème Solana, ces 2 choses, c'est assez fou. On a Petra, cette fois-ci on change, on bouge un petit peu d'écosystème, on va sur Aptos, ils ont fait peau neuve. C'est sobre, je suis un peu partagé, je sais pas si j'aime bien, si j'aime plus qu'avant l'interface. Bon, en tout cas, ils ont remis un petit peu ça à jour. Pas grand chose de plus à dire, voilà, c'est un peu plus sobre qu'avant, c'est dans l'air du temps. Tous les projets ont tendance à partir vers des choses de plus en plus sobres. Je sais pas si c'est une mauvaise chose, parfois c'est vrai qu'il y a des projets qui ont une direction artistique très kitsch, et c'est pas plus mal qu'ils aillent vers quelque chose de sobre, mais je trouve que trop de projets vont vers les mêmes interfaces et tout, et ça dénature un petit peu la chose. Il y a des projets qui arrivent pas à se démarquer, qui essayent juste de faire comme tous les autres, et c'est dommage. Moi j'aime bien
quand il y a des projets qui ont une approche peut-être un peu kitsch, ok, c'est peut-être pas le plus populaire, mais c'est comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a des projets qui ont des petites particularités qui sont un peu kitsch, ouais, c'est vraiment le mot. On a un protocole qui me fait penser à Extraland qui a débarqué sur l'écosystème d'Aptos. Ça s'appelle Moar Market, j'imagine qu'il faut le prononcer plutôt More Market. Donc More Market, c'est un protocole qui permet de faire du lending et du farming avec levier comme Extra Finance sur Base. Et pour l'instant, du côté du lending, c'est pas très intéressant. Du côté du farming avec levier, les rendements sont élevés, mais il n'y a pas de pool de stablecoin, il me semble. On a USDC Aptos, USDC BTC, et si, il y a peut-être une pool de stablecoin, à vérifier. En tout cas, il y a un système à points qui est lancé, il n'y a pas encore tant de liquidités, donc je surveille et peut-être que un de ces quatre, j'irai mettre des liquidités là-bas. Toujours sur Aptos, on a un protocole qui s'appelle Decibel qui va se lancer pour l'instant, je crois que c'est sur testnet, et c'est un protocole entre autres de perpétuel. J'ai l'impression que ils essayent de faire un petit peu le hyper liquide d'Aptos. Je dis un terme assez générique pour que vous compreniez l'idée. Je dis pas que ça va être aussi liquide, que ça va être aussi bien que hyper liquide, mais vous avez l'idée. Un gros protocole de perpétuel. Je sais pas si ça va prendre. Je leur souhaite en tout cas. Je surveillerai. Stable Labs. Le protocole qui est derrière l'USDX, eh bien, il se déploie maintenant sur Base, et en général, quand on a des protocoles qui se déploient comme ça sur un nouvel écosystème, ça va être grâce à Layer 0, de temps en temps grâce à Hyperlane, un petit peu chelou ceux qui font ça, parfois aussi grâce à Chainlink, et ben là, eux, ils ont choisi Axelar. J'entends quasiment plus parler d'Axelar. Axelar, ils font la même chose que Layer 0, que Chainlink, que Hyperlane. Ils permettent de rendre des tokens cross-chain, donc disponibles sur plusieurs écosystèmes, et l'USDX sera disponible, ou est déjà disponible même sur Base grâce à Axelar, et on peut utiliser Squid pour bridger des USDX sur cet écosystème. D'ailleurs, Squid, ça marche plutôt bien comme agrégateur, voilà, un petit peu sous-coté, même si des fois ils ont des frais qui sont pas très avantageux. On enchaîne maintenant sur l'écosystème Sui. J'ai vu un post de 7K DeFi, c'est un agrégateur sur cet écosystème, et ils ont intégré un nouveau DEX qui s'appelle Full Sail. Ça me fait penser un petit peu à Ekubo. J'en ai parlé la semaine dernière d'Ekubo. C'est un DEX qui est sur Ethereum, enfin pas que, mais sur Ethereum en ce moment, ils sont très performants, on va dire, un DEX qui est assez efficient. J'ai l'impression qu'ils essayent de répliquer un petit peu la chose, mais sur l'écosystème Sui. Pour l'instant, il n'y a pas 10 000 pools de liquidité. On a des pools assez classiques, USDC Sui, une pool de stablecoin. Ils sont intégrés à un agrégateur, donc ils vont pouvoir faire du volume. S'ils sont performants, ils feront du volume. Comme c'est très récent, il y a potentiellement un airdrop à farmer, donc un protocole que j'ai rajouté sur ma liste de surveillance. Je pensais que j'avais enchaîné avec d'autres news sur Sui, mais c'est pas grave. On revient sur l'écosystème Ethereum, et en plus ça tombe bien parce que j'ai cité Ekubo. On a un concurrent d'Ekubo qui est live, ça y est, c'est Fluid. Fluid, ils ont lancé leur DEX, et ils sont déjà intégrés à Kyber Network et Velora, donc deux agrégateurs assez connus. Velora, peut-être que de nom ça vous dit rien, mais avant ça s'appelait Paraswap. Là je pense que ça vous parle un petit peu plus. Donc à voir ce que ça va donner Fluid. Je suis très curieux de voir les volumes, est-ce qu'ils vont réussir à être aussi efficients, qui sait, même plus efficients qu'Ekubo. En ce moment on a une petite course à l'efficience sur Ethereum, sur les DEX. Alors petit point info aussi, c'est quoi l'efficience pour un DEX? L'efficience, c'est le fait d'avoir le plus de volume possible par rapport aux liquidités, d'avoir un ratio volume échangé sur une pool de liquidités par rapport aux liquidités déposées le plus élevé possible. Donc sur Ekubo, il y a quelques millions de dollars de déposés, mais en ce moment, tous les jours, il y a plusieurs centaines de millions de dollars de volume. Donc le protocole est très efficient, fluide. Ils vont aussi ils vont jouer un petit peu sur ça. On va voir s'ils vont détrôner Ekubo, qui sait. On a Avent sur la blockchain Avalanche. Alors j'ai repris un post un petit peu au pif du protocole parce que j'ai une histoire à raconter autour d'Avent. Il m'est arrivé une petite mésaventure. J'avais 200 $ que j'ai posé sur le portefeuille de l'épargne, et ces 200 $, j'avais prévu de les déposer sur Avent. J'ai voulu staker mes stablecoins, sauf que j'ai envoyé les stablecoins au protocole, mais il m'a pas rendu mes stablecoins, tout bêtement. En gros, on peut déposer les AVUSD pour récupérer les SAVUSD. J'ai déposé les AVUSD, j'ai pas récupéré ce qu'il fallait.
J'ai fait une petite requête, une petite demande sur leur Discord, on peut ouvrir un ticket. D'ailleurs, c'est con parce que quand on va sur leur site, quand on va sur le protocole, il y a un petit module d'assistance. Ne le faites pas, allez directement sur le Discord, c'est beaucoup plus rapide. Ils sont performants, non pas performants, ils sont réactifs là-bas. Et en quelques minutes, il y a un modérateur. Je sais pas si modérateur c'est le bon mot, mais il y a quelqu'un du protocole qui m'a dit quelle fonction je devais appeler pour récupérer mes liquidités. Donc j'ai dû faire une transaction un petit peu manuellement on-chain, mais c'est pas très compliqué avec l'Explorer sur Avalanche. Donc j'ai récupéré mes liquidités, je les ai redéposées, et en fait je m'étais pas rendu compte que pendant 3 semaines, bah j'avais pas d'intérêt. Mes stablecoins ils étaient perdus en quelque sorte. Donc 3 semaines c'est quand même long. J'ai perdu 3 semaines de rendement. Ben, ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser les 3 semaines de rendement. Normalement, par rapport à quand j'enregistre, ils me remboursent demain. On verra. Pour l'instant, je croise les doigts, j'ai quand même foi, je pense qu'ils vont tenir parole, mais c'est classe de leur part. Parce qu'en soi, en 3 semaines, j'aurais pu me rendre compte quand même que mes stablecoins n'étaient pas déposés. J'ai fait aucun effort sur le coup, mais c'est fair play de leur part. Ils vont me rembourser les 3 semaines. Bon, sur $200, je m'attends pas à récupérer $20 de stablecoin, mais quand même, même pour une petite somme, ils vont a priori honorer ça. C'est plutôt cool de leur part. Bon, après, je sais pas exactement ce qui a pu poser problème, pourquoi j'ai eu ça, pourquoi quand mes stablecoins ont été envoyés au protocole, le smart contract n'a pas réagi, pourquoi il m'a pas renvoyé les SAVUSD. Je sais pas, j'ai pas posé la question, je devrais aller leur poser la question si techniquement ils peuvent m'expliquer ce qui s'est passé. Bref, je reviens aussi sur une autre affaire, une autre histoire, j'en avais fait une vidéo dédiée, c'est Momentum. Momentum, si vous avez pas vu la vidéo, ils ont voulu lancer une collection de NFT, alors j'ai une petite théorie du complot, je vais y venir. Ils ont voulu lancer une collection de NFT, sauf que moi en tout cas je l'ai très mal pris. C'était une collection où ils voulaient vendre à peu près 50 000 NFT avec un prix à partir de $179, donc ça me faisait penser un petit peu à Pump.Fun avec la prévente de leurs tokens. Et ils sont revenus sur leur décision, finalement ils vont pas vendre de NFT, ils vont en faire seulement 10 000 et ils vont les filer gratuitement à ceux qui ont sécurisé leur place, donc à ceux qui ils ont pas payé leur NFT, mais en fait ils avaient fait un système trop bizarre où on devait sécuriser sa place en payant une fraction du prix du NFT en avance, et du coup ceux qui ont fait ça, ceux qui ont sécurisé leur place, ils vont récupérer les USDC, ou non je crois que c'était des tokens SUI qu'ils ont mis, qu'ils ont bloqué pour sécuriser leur place, et ils vont surtout avoir leur NFT gratuitement. Et par-dessus ça, ceux qui ont de l'activité sur Momentum et ceux qui ont beaucoup d'activité auront un NFT plus ou moins rare, hein, selon l'activité sur le protocole. Je trouve que c'est beaucoup plus juste comme ça. Et du coup, petite théorie du complot. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait exprès de lancer cette prévente ? Alors peut-être que, vous voyez, peut-être qu'ils avaient aucune intention de le faire, peut-être que c'était juste pour faire parler un petit peu d'eux, parce que mine de rien, de base sur la première phase, devait y avoir 7500 NFT de vendus, et en quelques heures, ils ont dépassé les 10 000 adresses qui ont sécurisé leur place. Donc, je sais pas, ça avait quand même plutôt bien marché, et ils sont revenus quand même sur leur décision. Bon, après, ça a dû faire un peu de bruit. Je pense que la communauté suit. Il y a plusieurs comptes de l'écosystème qui étaient comme du même avis que moi, qui étaient pas trop contents de ça. Donc peut-être que ça a fait bouger les choses, j'en sais rien, mais je me garde quand même dans un coin de mon esprit ma petite théorie du complot. Peut-être que tout ça, c'était juste pour faire parler un petit peu d'eux, pour faire un petit peu de bruit, et c'est la technique je crois c'est du coup de porte dans le nez, quelque chose comme ça, ou attendez, il y a le coup de pied dans la porte et le coup de porte dans le nez, je crois, où en gros, on essaye de vous faire passer quelque chose de gros au début, pour, au final, juste faire passer un petit truc. Ça passe beaucoup mieux la pilule comme ça après. Ensuite, on enchaîne avec un petit point airdrop, il est pas hyper fourni, mais on a quand même quelques trucs qui sont tombés ces derniers jours. Tant qu'on parle de l'écosystème SUI, on a ICA. ICA, c'est un protocole de liquid staking,
staking, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils ont un token de liquid staking, ils font peut-être plus de choses que ça. Il y a un airdrop à récupérer. Alors moi, je suis pas éligible, je suppose qu'il fallait avoir de l'activité autour de leur token de liquid staking. Et pour l'instant, je sais pas trop ce que donnent les allocations, j'ai pas eu de retour dessus, donc bon, n'ayez pas trop d'attente. On a l'airdrop de Sonic, petite mise à jour sur l'airdrop de Sonic. De base, ils voulaient pas airdropper les petits wallets parce que ouin, c'est les petits wallets qui vont dumper les tokens et qui vont nous nuire. Eh bien, ils sont revenus sur leur décision et ils ont baissé l'allocation minimale. De base, c'était pour toutes les allocations à partir de 200 tokens Sonic, et maintenant, Grand Prince, Grand Seigneur, c'est seulement 5 tokens Sonic minimum pour claim. Donc si vous êtes toujours pas éligible à Sonic, comme moi par exemple, c'est parce que vous avez vraiment pas farmé beaucoup sur cet écosystème. J'ai pas été très surpris de ne pas être éligible. J'ai fait une stratégie je crois sur Sonic pendant peut-être 2-3 semaines. Donc ouais, j'avais pas trop d'attente de ce côté-là. Dommage. Non, ça aurait été bien de gratter un petit billet, mais bon, pour une prochaine fois peut-être. Ensuite, on a Tons qui vient de faire son airdrop, donc je vous mettrai le lien dans la description, allez voir si vous êtes éligible. Ça me parle pas du tout, je l'ai pas farmé, donc je vous en dirai pas plus. Aventis qui a lancé un compte de fondation, ça fait longtemps que j'avais pas passé ce genre de news, mais il y a eu un moment où certains protocoles lançaient un compte de fondation peu de temps avant l'airdrop. Alors il y a eu aussi Karak qui a lancé un compte de fondation ça doit faire 2 ans déjà, et toujours pas d'airdrop. Donc c'est pas mince, j'arrive pas à trouver le mot. Donc c'est pas une garantie que ce compte de fondation amène forcément l'airdrop bientôt. Mais bon, pour ceux qui farment Aventis, ça peut quand même arriver tôt ou tard. On a un airdrop aussi du côté de l'écosystème NIR. Alors ça, c'est un écosystème que je regarde plus du tout en ce moment, mais pendant un moment, je me rappelle qu'il y avait des rendements assez sympathiques sur cet écosystème, et c'est un DEX qui a fait son airdrop, c'est Rhea Finance, et Rhea Finance, c'est l'unification de 2 protocoles de NIR. Si je me souviens bien, c'est Burrow et Ref Finance. En fait, ils se sont alliés, ils ont fait Rhea Finance. Et maintenant, c'est une plateforme un peu tout en un. Il y a du lending, il y a des pools de liquidité, parce que Ref Finance, c'était un DEX, Burrow, c'était une plateforme de lending. Voilà, ils ont fusionné, ils ont lancé un nouveau token, il y a eu un airdrop. Donc si vous avez été actif sur un de ces 2 protocoles, je sais pas exactement ce qu'il faut avoir fait pour être éligible à l'airdrop, mais bon, allez voir dans le doute si vous êtes éligible, on ne sait jamais. Et pour terminer, pas de même du jour, j'ai trouvé encore mieux. Je suis tombé par hasard sur un thread avec des citations de Coluche, et j'aime beaucoup Coluche, donc je vais en lire quelques-unes. La première, déjà, on est sur du lourd, hein. Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. J'aime beaucoup celle-là, certains ont l'air honnêtes, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. Ça, il me semble que c'est dans un sketch, ça me dit quelque chose. Quand j'étais petit à la maison, le plus dur c'était la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. Bref, c'était un sacré luron, Coluche, un peu triste. Du coup, j'ai même pas pu le connaître de mon vivant, je suis un peu triste de ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important,